D'accord avec moi Ok. Alors quoi d'autre, je sais pas, donc... Moi j'avais peut-être cette double image, tu parles du capitaine qui décrépite de plus en plus et qui s'assombrit dans ses comportements et ses actes, et on peut voir à l'inverse, il y a toute cette image aussi de la lune qui monte et du faune qui s'éclaircit aussi, et qui a des yeux de plus... En fait il rajeunit, ouais, il rajeunit même. Il devient de plus en plus aussi beau ou présentable. D'ailleurs en termes de production, ils ont évidemment tout tourné dans le sens contraire des apparitions du faune. Bien sûr, mais aussi avec cette double image qui est intéressante, et puisqu'on parle un peu des extrémismes, c'est aussi cette double image qu'à travers le film, ce qui est présenté comme l'extrême, qu'on pourrait dire aujourd'hui, qui est tapis dans l'ombre, dans le film est justement à la surface et à la lumière, et c'est plutôt le rebelle qui vit dans l'ombre, c'est le monde des princes et des princesses qui est dans le cachet, le labyrinthe il est enfoui dans la caverne, et on se rend compte qu'il y a un retournement à la fin où c'est plutôt le fascisme qui sombre dans l'ombre, qui meurt, et le rebelle qui émerge et qui apparaît au grand jour. Je pense même qu'une des thématiques du film, en tout cas une des idées de base lors de la création de ce film, c'est d'imaginer un monde réel et un monde imaginaire qui finissent par s'entrechoquer. Et d'ailleurs il y a énormément de choix de couleurs et d'étalonnage qui évoluent au fur et à mesure du film pour flouter un peu les codes, parce qu'en début de film il y a des codes couleurs très marqués entre le monde de l'imaginaire et le monde réel qui finissent par se mixer en fait sur les dernières scènes du film. Il y a eu un travail sur les couleurs. Del Toro voulait, par exemple, on aurait pu imaginer que pour renforcer ses intentions, on ait une réalité historique qui soit définie dans des couleurs beaucoup plus passées, beaucoup plus ternes. Généralement, c'est saturé en fait. C'est très souvent ce qui se passe. On désature ce qu'on estime être ce qu'on estime être le réel et on met de la couleur dans l'imaginaire. Ici, on voit que c'est pas un postulat qu'il accepte, mais on a aussi cette union des deux univers qui en même temps fait écho à une des thématiques principales du fantastique, et justement un peu cette inversion, donc c'est cette question de se dire qui sont les monstres et qui sont les humains. Et parmi les grands mythes qui ont inspiré Del Toro, mais qui ont inspiré aussi des cinéastes comme Tim Burton ou autres, en fait il y a le mythe de Frankenstein, et très souvent ce sont des réalisateurs qui ont eu comme réflexe en voyant Frankenstein la première fois de se dire cette créature, en fait, elle est innocente de sa création, elle n'est pas responsable de ce qu'on a fait d'elle, elle a agi par instinct, des instincts qu'elle ne maîtrise pas, mais par contre, quand la foule se retourne contre elle, il disait d'un coup, nous, notre empathie, notre sympathie, elle allait vers le monstre qui était traqué par une foule qui avait décidé d'exterminer la créature qui n'avait pas demandé à être là. Et en fait, cette idée que dans nos comportements, dans la mécanisation de la destruction via notre raison humaine, on est parfois pire que les monstres, et j'en reviens à cette mécanisation de Vidal, qui lui-même, lorsque notamment il tue des civils, on a l'impression qu'il fonctionne comme si c'était un automate qu'on avait remonté, et que sa main s'abat de manière... Et alors cette séquence, elle est d'ailleurs très emblématique d'un certain discours vis-à-vis de la guerre et du fascisme nouveau de Del Toro, il y a deux éléments importants en fait dans cette séquence. C'est d'une part, c'est peut-être la séquence la plus violente du film, enfin, c'est vraiment dur à regarder ça. Et le deuxième aspect, c'est qu'on passe assez vite sur ces deux civils qui sont morts sur un malentendu. En plus, on est d'accord qu'ils étaient complètement innocents et le film le souligne clairement. Et ensuite, on n'en parle plus du tout. Et il y avait vraiment cette volonté, en tout cas, du réalisateur de dire, ben voilà, en fait, c'est un peu comme ça que ça se passe. Le civil se finit toujours par être la victime. Et a fortiori aussi, il a ce discours-là lorsqu'il montre, je pense, les rebelles à un moment par une espèce de petit effet de mimétisme. Alors, clairement, on a plutôt le parti pris des rebelles dans le film, mais le fait de les voir à un moment exactement comme les franquistes plus tôt dans le film, achever les blessés exactement de la même façon, on sent bien qu'il y a un discours qui est un peu plus nuancé vis-à-vis du positionnement, vis-à-vis de ces forces armées. Là, je sais pas. Oui, et puis moi peut-être vous avez la réponse à ça aussi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi toute l'idée que Ophélia c'est la monarchie, etc. On a les débats monarchie contre franquisme, etc. Et à la fin, moi ce que je trouve intéressant, mais je ne sais pas si on se représente la monarchie de ces couleurs-là, mais dans le royaume de la monarchie avec les couleurs d'Ophélia, on est à la fois dans les couleurs de la monarchie espagnole, mais c'est aussi les couleurs du franquisme à la fin. Quand on voit sa couleur qui est pas un rouge comme on peut le voir sur le drapeau d'Espagne, mais qui est un rouge beaucoup plus pourpre, comme sur le drapeau franquiste, et avec un doré. Donc il y a aussi des couleurs qui créent des inversions comme ça et qui retournent les... Maintenant, il faut aussi savoir que le doré, c'est dans tous les films de Del Toro. Le rouge, c'est pas un rouge vif, c'est aussi un rouge pourpre. Je pense que c'est une manière de ne pas non plus totalement dire que le monde rêvé est le monde idéal dans lequel le bien peut s'épanouir. Au contraire, il y a constamment une teinte de chaque univers l'un vis-à-vis d'autre. D'ailleurs, on aurait pu... D'où l'idée de montrer le faune assez menaçant, en fait. Au début, on a l'impression qu'il va essayer de la manger. Et puis il y a aussi un travail sur l'utilisation des doigts du faune qui ressemble presque à des poignards qui courent le visage d'Ophélia. C'était vraiment une intention de montrer
même si cet univers féerique est peut-être souhaité par Ophélia, il a l'air pas exempt de danger, quoi. Non, tout à fait. D'ailleurs, il y a une influence mutuelle. Et dans un film qui pourtant travaille pas mal le motif d'opposition, mais comme tu l'as dit, François, vraiment là-dessus, on peut voir qu'il y a toujours des moments où la frontière se brouille et où, même, par exemple, si on prend le personnage de Vidal, sa mécanisation, à un moment donné, va être la source de sa chute, d'une certaine manière. Il a tellement d'automatisme, y compris dans les discours qu'il répète avant de torturer ses victimes, que c'est le fait qu'il rentre dans ce mécanisme, dans ce jeu, qui permet à Mercedes de s'échapper. Donc, je pense que si on le voit entrer dans ses reproductions, c'est pour montrer qu'en fait, lui-même s'est perdu. Et on peut voir, sans qu'on comprenne exactement pourquoi, que c'est pas quelqu'un qui a l'air de s'apprécier lui-même, alors qu'il a l'air d'avoir... Il dit lui-même, mon défaut, c'est l'arrogance. Mais il y a ce plan aux environs du tiers du film où on le voit en train de faire sa toilette avec son rasoir et de simuler ce qui se passerait s'il se tranchait la gorge. Sans tout à fait comprendre si c'est lui qui déteste, s'il y a quelque chose lié au rapport au père ou autre chose. Et ça, on n'a pas vraiment de réponse, mais c'est une manière, d'une certaine façon, de briser peut-être aussi ce côté archétypal que Vidal pouvait avoir au début, pour ne pas non plus oublier que même s'il se comporte comme une machine, c'est malgré tout un humain aussi. Et cette manière finalement de ne pas positionner une dichotomie stricte nous montre aussi que c'est une façon pour Del Toro aussi, de manière très consciente, de dépasser en fait son éducation catholique. D'une certaine manière, il revient un peu à cette idée de plus parler du paganisme et même des dieux antiques, où les dieux antiques, c'était pas des dieux bons ou mauvais, c'était des dieux qui parfois étaient capricieux, mais qui ne se définissaient pas comme étant le bien absolu ou le mal absolu. Et clairement, de force chaotique. Voilà, c'était des dieux humains. Oui, tout à fait. Et cette hybridation, elle se ressent, comme tu l'as dit aussi, dans cette manière de dire à la fin, elle devient une princesse là-dessus, mais elle est quand même imprégnée un peu du monde réel dont on vient. Et le film, d'ailleurs, a priori, on peut se dire qu'il y a un doute sur l'existence du monde fantastique. Je pense qu'il y a différents indices du film qui montrent qu'il y a bel et bien une forme de magie qui est à l'œuvre. Maintenant, quelle est son ampleur réelle, c'est difficile à déterminer. Ben oui, et Del Toro se gardera d'ailleurs bien de répondre à cette question à chaque fois qu'on la lui pose, parce que l'idée c'est vraiment a priori de permettre les deux lectures, même si... Voilà, après on parle de magie, on peut voir que la mère d'Ophélia, elle lui affirme à un moment donné, la magie n'existe pas pour nous, elle n'existe pas pour des personnes comme nous.